Alors, donc voici les partenaires de l'Agile Tour Bordeaux que vous connaissez déjà. Et cet après-midi, pour les personnes présentes sur site, donc il y a le forum des partenaires, j'y serai, comme la plupart, je pense. Et donc, vous êtes ici pour ce sujet, les avis des utilisateurs, comment les prendre en compte sans les subir. Ici, vous avez une image une image d'un utilisateur qu'il faut arriver un petit peu à maîtriser. Un petit mot d'abord. Donc moi, je fais partie de UNUP, une ESN qui s'occupe du build, test et conception, c'est plus ma partie, de tout ce qui est logiciel informatique. Et donc, il y a plusieurs agences en France. Le siège est à Nantes et moi, je fais partie de l'agence de Bordeaux. Donc, je ne suis pas très loin. Et en ce qui me concerne, j'ai 11 ans d'expérience dans les projets collaboratifs et j'ai fait une petite reconversion à un moment donné. Et ça fait 6 ans que je suis dans le produit et j'ai travaillé d'abord en start-up. C'était la mienne et j'ai fait toutes les erreurs possibles. Donc, mais je ne vais pas revenir là-dessus aujourd'hui. Aussi après pas mal en ESN. Et donc c'est de certaines expériences dont je vais vous parler. Donc pour le fil rouge du talk, on va d'abord s'appuyer sur le vocabulaire, quel vocabulaire on utilise, pour savoir de quoi on va parler tout du long. Ensuite, on va aborder les notions d'UX et de Discovery et voir à quoi ça sert. Ensuite, comment lier UX et Discovery pour arriver à travailler avec les utilisateurs. Et après, les cas pratiques qui font un petit peu peur pour certains. Donc, de quoi parle-t-on? On va parler là tout de suite du UX/UI, de développement, de stratégie produit, de priorisation, d'analyse conception, parcours utilisateur. C'est des mots qu'on entend régulièrement, mais ça recoupe toutes les relations qu'on peut avoir avec les utilisateurs pour arriver à un produit final qui corresponde aux besoins. Et petit point vocabulaire, je ne sais pas si vous avez beaucoup d'expérience dans des milieux différents, mais dans les entreprises un peu plus vieilles, un peu plus dinosaures, qui travaillent plus en cycle en V, on parle de cadrage, de développement, de MOA, AMOA, MOE, graphiste, client. Et quand on travaille en agile ou en startup, donc déjà là, c'est de l'anglais, et on parle de discovery, delivery, product manager, product owner, voire PPO, BA, UX designer, end user. Et en fait, on parle un peu la même chose. Pour cadrage discovery, on parle de recueil des besoins des utilisateurs. Delivery, développement, c'est développement technique d'un produit. Après, product manager et moi, on veut récolter les besoins des utilisateurs, réaliser le produit grâce à cette récolte. Il y a de l'assistance technique au développement du produit, parfois quand c'est un produit complexe, des équipes complexes. Pour que le produit soit utilisé, on veut concevoir des écrans qui aident au mieux l'interface entre la machine et l'utilisateur. Et les utilisateurs, ce sont les utilisateurs finaux du produit. Donc, on va oublier un petit peu tout ça, même si je vais reprendre quelques mots dans mon talk. Mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est ici. C'est la finalité de ces mots-là. Quand on parle avec des utilisateurs, au fur et à mesure de mes interactions et de mes discussions avec des collègues, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit bingo, des trucs qui arrivent tout le temps. Donc ici, on a l'utilisateur, ici le product owner, le vampire. Le zombie peut dire « Ah, mais j'avais pas vu ça comme ça ». Quand on lui présente une maquette ou qu'on lui met le produit dans les mains. Ce à quoi on peut répondre « Mais moi, j'avais pas vu ça en vue sur votre métier, je savais pas du tout que vous voulez autre chose ». On peut vous demander « Là, je veux un bouton, ça clique et ça bouline, c'est simple ». Bon, c'est un peu plus complexe que ça en général. Et là, on peut dire « Non, c'est trop tard. Il fallait dire avant. Là, tous les développements, ils sont terminés. Si on veut ajouter un bouton, des fois, ça peut demander 3 semaines de développement et c'est pas si simple. »
Et le zombie peut dire oui, mais on n'avait pas dit ça la dernière fois. Et là, on peut un peu lâcher l'affaire, dire oui, mais vous changez tout le temps d'avis, vous n'êtes jamais d'accord. Et donc, j'ai décidé, c'est comme ça, et voilà, c'est fini, on n'y touche plus. Donc pour éviter ce bingo, il y a plein de petites pratiques qu'on va voir. Mais ça, je l'ai vu tout le temps. J'étais moi-même... Bonjour. J'ai moi-même mis en place de mauvaises pratiques pour arriver à ces discussions-là. Et donc, on va voir ce qu'il faudrait faire pour éviter ce genre de discussion entre soi. Donc, on va voir là ce que sont Lux et Discovery, qui sont deux ingrédients essentiels pour arriver à prendre en compte les utilisateurs, les besoins des utilisateurs. Et on oppose souvent la discovery, la découverte des besoins, avec la delivery, donc le développement du produit. Et surtout en cycle en V, on parle de cadrage. Et ensuite, après le cadrage, on a le développement. Et après, recette et livraison. Donc là, il y a bien une séparation entre les deux notions de cadrage et développement. Et toute l'agilité, c'est de lier les deux, d'alterner discovery, delivery, et de faire en sorte d'avoir des retours itératifs entre les équipes et les utilisateurs pour arriver à avoir un produit qui tienne la route et à réorienter le besoin, puisque le besoin est évolutif, il change tout le temps. Et donc, avec ces méthodes-là, on arrive à avoir un besoin, un produit qui répond aux besoins. Ça, c'est la théorie. Et puis, livraison continue. Mais c'est pas vraiment facile d'arriver à un produit qui arrive à atteindre les besoins des utilisateurs. Et juste deux définitions. Donc là, je vais lire, pardon. Discovery, c'est l'étape du produit qui permet d'identifier et de comprendre les besoins et les problèmes des utilisateurs afin de développer des solutions adaptées et alignées avec les objectifs de l'entreprise. User experience, ça désigne la manière dont un utilisateur interagit avec un produit, un système ou un service et en fait l'expérience. Ces deux notions-là ont à mon avis, trois choses qui les regroupent. Ça touche à l'aspect émotionnel. Pour arriver à nos fins, il faut comprendre les émotions, la psychologie des utilisateurs et arriver à comprendre ce qu'ils veulent faire, comment ils interagissent avec le produit. Aller au-delà du besoin du clic sur un bouton. Il y a l'aspect visuel. Il faut que les interfaces soient ergonomiques, soient faciles, soient accessibles au plus grand nombre de personnes et qu'on n'ait pas besoin de dépenser 3 jours de formation pour comprendre comment faire tout le process pour lequel on est payé à travailler. Et ensuite, il y a l'aspect métier ou commercial. Ça dépend dans quel environnement vous évoluez. Mais le but de tout ça, c'est de faciliter les parcours des utilisateurs pour soit faire en sorte que le process métier soit aidé par l'interface, il ne soit pas empêché, c'est une aide, on les aide à faire leur travail, et ou à maximiser les revenus de l'entreprise. Bon, si on est dans un environnement où il n'y a pas de notion finale de bénéfice, on a moins ça en tête. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans des environnements où il n'y avait pas ça qui était en tête. Par contre, il faut tout le temps maximiser les processus des utilisateurs pour faire en sorte qu'ils agissent vraiment pour atteindre les objectifs de leur métier. Leur objectif, ce n'est pas d'utiliser un logiciel, c'est de faire quelque chose avec l'aide de ce logiciel. Donc, Discovery UX, au final, pour résumer, on a un zombie qui n'est pas content devant son ordinateur. Donc ça, c'est quelqu'un qui a un logiciel qu'il ne comprend pas, qui ne l'aide pas du tout à faire son travail. Et Discovery UX, normalement, ça permet de le passer à un utilisateur content qui prend plaisir à utiliser le logiciel pour faire son métier. Donc nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir un gentil zombie. Et donc de faire de la discovery et delivery en continu, mais pour arriver au gentil zombie, il faut lui parler. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a rien qui permette de parler à l'utilisateur.
Et donc, on voit pas trop. J'ai fait sur Canva, on voit pas en bas, mais c'est pas grave. Euh, pour arriver à parler à l'utilisateur, on ajoute des ateliers UX. Donc là, c'est la petite marmite de potions qui permettent d'avoir tous les ingrédients pour parler à l'utilisateur et à ce qu'il nous donne tous les entrants pour pouvoir développer le produit qui lui plaira vraiment. Et nous, on peut aussi lui dire non, on ne fera pas ça comme ça, c'est pas juste en un sens, c'est aussi dans les deux sens. Et au fur et à mesure de toutes les étapes de discovery et delivery, faire un atelier, encore un atelier, des allers-retours, etc. Et ça, ce qui est vraiment important, c'est de ne jamais couper les ponts, couper le lien avec les utilisateurs pour toujours avoir leurs besoins, parce que leurs besoins évoluent, les techniques de développement évoluent, les possibilités évoluent, et c'est très important d'avoir toujours un lien avec les utilisateurs. Et donc, ça peut être une bonne idée d'avoir des rendez-vous réguliers avec les utilisateurs. Mais à la suite de ça, je vais parler un peu plus de ces ateliers. Et avant d'aller là-dessus, j'avais oublié que j'avais ça. Dans les relations avec les utilisateurs, il y a plein de personnes qui peuvent intervenir. Il y a des personnes qui sont sur la relation client, d'autres sur la qualité technique du produit, d'autres sur les enjeux marketing. Et tout ça, ça se regroupe parce que tout ça, c'est des choses qui sont très importantes pour avoir un produit de qualité qui répond aux besoins. Et dedans, il y a des acteurs, des commerciaux qui parlent aux utilisateurs. Ils vendent le produit, mais ils peuvent aussi récolter les besoins et avoir des entrants qui sont intéressants. Il y a les développeurs. Les développeurs peuvent et devraient connaître aussi un minimum les besoins des utilisateurs. Parce que c'est pas parce qu'on écrit une US qui est exhaustive que forcément ça va couler de source. Si les développeurs n'ont pas tous les entrants un peu métier pour comprendre le fond du fond des besoins, le besoin il va pas forcément être bien répondu parce que on a donné quelque chose qui était indigeste à faire aux développeurs. Donc il faut qu'ils sachent aussi ce dont les utilisateurs ont besoin. Tout l'aspect marketing com, puisque c'est eux qui parlent aux utilisateurs. Il peut y avoir des personnes qui sont chargées de l'accompagnement au changement, le service après-vente, les UX, UX, UI en général. Et au milieu de tout ça, on a le PO, Product Owner. C'est un gros enjeu de prendre tout ça en compte, mais un Product Owner n'est pas tout seul. Justement, un Product Owner doit parler aussi à tout le monde et donner la parole à tout le monde. Donc là, il est au centre, il ou elle est au centre, mais c'est pas le sachant tout, au contraire. Donc là, on va voir comment lier UX et Discovery à travers les ateliers. Il peut y avoir des ateliers qui sont plus orientés, la façon d'avoir des inputs des utilisateurs, il y a la recherche qualitative et quantitative. Donc là, on est plus orienté sur le qualitatif. Il y a plusieurs méthodes qui existent. Donc un atelier s'appelle des focus group avec des utilisateurs experts de leur métier ou qui sont extrêmement allants pour concevoir le logiciel. Donc ça, c'est des personnes qui sont vos alliés en fait, qui vont pouvoir vous aider à connaître tous les besoins. Et les entretiens utilisateurs. Donc les entretiens utilisateurs, c'est du one-to-one. On va prendre un rendez-vous avec un utilisateur et on va lui demander de nous expliquer son métier, ses besoins, lui poser des questions ouvertes, surtout ouvertes, pas lui proposer des solutions, tout de suite en tout cas. Les outils pour ça, ça peut être des enquêtes, des sondages qui sont envoyés. Moi, j'ai fait plusieurs enquêtes avec des collègues UX/UI, justement, avec des questions qui sont posées de façon assez ouverte pour ne pas biaiser les réponses. Ou alors carrément des visites sur site. Aller sur site, aller voir comment les gens travaillent. Du vie ma vie en quelque sorte. Et on est là en tant qu'observateur et on regarde comment les utilisateurs fonctionnent en étant le plus petit possible. Moi, j'aime bien ne pas du tout parler et prendre plein de notes, filmer,
prendre des photos. Bon, ils le savent hein, que je filme, et voilà. Mais ça, c'est le meilleur moyen de voir les points, qui sont les points d'accroche de leur métier là et de voir ce qu'on peut faire pour améliorer les process et faire en sorte qu'ils travaillent plus vite, mieux, plus facilement, avec moins de stress. Ça peut être fait dans un contexte en général où il y a des utilisateurs qui sont difficiles à atteindre. Par exemple, ça peut être moi j'ai fait ça pour des utilisateurs qui travaillent sur des parkings où il y a pas de, où ils utilisent un logiciel qui doit être offline parce qu'il n'y a pas de réseau. Et donc, ça pose plein de questions techniques et de questions de process. Et nous, dans nos bureaux à Bordeaux, on ne comprenait pas tous les besoins, donc forcément, il fallait aller sur site. Ou alors, ça peut être des contextes où il y a des utilisateurs qui sont peu nombreux. Et donc là, on n'a pas forcément beaucoup d'entrants et il faut aller voir les personnes pour voir leurs besoins. Point négatif de ça, c'est qu'il y a des biais cognitifs. Si on pose des questions trop directes, on va avoir les réponses que les gens pensent qu'on veut entendre, alors qu'en fait, c'est pas ce qu'on attend. Et moi, je l'ai appelé aussi le risque d'un effet loop. Si on va voir un utilisateur, deux utilisateurs qui sont super contents de parler, et le risque, c'est de prendre tout ce qu'ils disent pour argent comptant. Sauf que si c'est un représentant pour 30 personnes, peut-être que les 29 autres personnes n'ont pas du tout les mêmes besoins. Et il n'y a pas longtemps, on m'a aussi parlé, je ne connaissais pas, j'ai oublié le nom, mais c'est pendant la Première Guerre mondiale où les ingénieurs des armées regardaient les états des avions qui revenaient des campagnes militaires. Et ils avaient vu que les avions qui revenaient avaient des trous dans certains endroits, des trous de balles. Et donc ils ont mis plus de protection là où il y avait des trous. Sauf que ce qu'ils n'ont pas pensé, c'est que ceux qui revenaient, ils revenaient. Donc ça veut dire que c'était quelque chose qui avait fonctionné. Ils ne regardaient pas les avions qui n'étaient pas revenus. Donc en fait, ils s'étaient focalisés sur des choses qui avaient marché. Et donc ils avaient réparé des choses qui en fait n'étaient pas un problème. Et donc le souci d'avoir un effet loop, c'est de faire des travaux, d'organiser des travaux sur des choses qui ne sont pas vraiment intéressantes, qui ne sont pas le cœur de métier. Et donc ça peut être un petit peu risqué. Enfin risqué, dans le sens où on peut perdre du temps, de l'argent, à travailler sur des choses qui ne sont pas très utiles. Côté positif, feedback direct du terrain, c'est très important de se confronter au réel, aux mots qu'utilisent les utilisateurs, à leurs vrais besoins. Et donc je me suis déjà retrouvé plusieurs fois sur des chantiers à aider carrément un maçon, quelqu'un qui refaisait le bitume d'un parking, et je l'aidais. Et en fait, j'étais pas là en tant qu'ouvrier, j'étais là en tant qu'observateur, et ça m'avait permis de voir quels étaient leurs besoins et de me confronter à leur réalité et de voir qu'en fait, tout ce qu'on avait pensé, il n'était pas capable d'utiliser puisqu'il avait les mains prises, les mains sales, etc. Et ça remettait tout en cause, tout ce qu'on avait réfléchi. Et donc, ça permet vraiment de voir ce qui est possible. Sur la recherche quantitative, donc là, c'est les tests utilisateurs, les A/B tests. Je suppose que vous avez déjà entendu parler de tout ça. Là, ça demande un petit peu d'organisation au niveau technique, de faire des A/B tests en prod pour recueillir les différentes interactions que les utilisateurs ont en fonction des écrans, des process. Là, c'est qu'on est dans une grosse organisation plutôt. Et les outils sont tout ce qui est logiciel de suivi, donc Datadog, ce genre de choses, pour voir là où cliquent les utilisateurs, les parcours qu'ils font, là où il y a des bugs, là où il y a des latences. Et là, c'est quand il y a des utilisateurs assez nombreux et où qu'on a besoin de statuer entre plusieurs solutions. Des fois, on hésite entre deux solutions, on ne sait pas quelle est la meilleure. Et quand dans l'équipe, il y a du pour et du contre, en fait, l'affinité, c'est l'utilisateur qui va choisir. Donc, s'il n'y a rien qui permette de choisir entre l'une ou l'autre, autant leur demander.
Là, le point négatif, c'est que l'interprétation des chiffres est parfois difficile. On peut faire dire tout et n'importe quoi aux chiffres. Si on log pas les bons moments du process, ben, en fait, on a des chiffres, mais on ne sait pas quoi en faire. Et là, on est plus sur de l'orientation solution que sur le besoin, sur l'aspect qualitatif dont je vous ai parlé un peu avant. Là, on est vraiment sur le besoin profond de l'utilisateur. Et là, on est déjà en test de solution. C'est pas exactement la même chose. Par contre, c'est très concret, très réel. Les utilisateurs, ils cliquent, et puis ils y vont, et puis ils voient si ça marche ou si ça ne marche pas. Et là, on se focus vraiment sur des process qui sont existants. On n'est pas sur une nouvelle solution en général. Et ça permet de se focaliser sur ce qui est vraiment important pour les gens. Je vais continuer un peu sur le théorique avant de de revenir un peu aux zombies, etc. Il y a 4 lois que j'aime bien présenter sur les relations avec les utilisateurs. Le Progressive Disclosure, c'est d'exposer à des fonctionnalités simples avant d'amener les fonctionnalités plus complexes. Quand on veut onboarder un utilisateur sur un logiciel, d'ailleurs vous en avez sûrement tous fait l'expérience, il y a plein d'applications aujourd'hui, quand on les télécharge, il nous faut une petite visite de l'application, du logiciel. En fait, c'est ça. C'est pour nous embarquer et c'est pour nous faire appréhender le logiciel avec des choses simples pour pouvoir comprendre la base. Et après, au fur et à mesure, il nous emmène vers des choses plus complexes. Et là, on est vraiment pris dans le truc et on comprend le sens. Donc, quand on est utilisateur, ça paraît très simple, mais organisé, c'est assez complexe. Donc, il faut beaucoup réfléchir. Fermer la boucle. Quand on présente des informations aux utilisateurs, par exemple, ça m'est déjà arrivé de faire un atelier qui me donnent leurs besoins, de dire oui, ça c'est peut-être possible, je vais voir, etc. Et on fait naître de l'espoir, on fait naître de la confiance. Mais si on ne revient pas vers eux, même pour dire c'est pas possible, bah, y a ça qui reste. Et s'ils n'ont plus aucune nouvelle, là on déçoit, là on perd de la confiance. Et quand on va aller les revoir, quand on aura besoin d'eux 3 4 mois après, bah, en fait on n'aura pas fermé la boucle de ce qu'on avait ouvert avant. Et là ça va être beaucoup plus difficile de les rembarquer. Donc même si c'est pour dire non, ça je vous en ai parlé, ça on ne va pas le faire, c'est très important parce que ça permet de garder un lien de confiance. Et ça fait écho aux piliers Scrum, transparence, etc. Mais c'est vraiment important. La loi de Hick. Présenter peu d'options réduit les efforts nécessaires à la prise de décision. Notre rôle, c'est de comprendre les besoins et d'arriver à proposer des solutions pour répondre aux besoins. Et notre rôle, c'est pas de ne rien choisir, c'est de faire tout le travail nécessaire pour avoir quelque chose de concret, d'utile, de techniquement faisable, qui puisse être utilisé par les utilisateurs. Et donc, on ne va pas aller l'objectif des ateliers UX, c'est pas d'aller leur présenter 10 solutions possibles pour faire leur process, peut-être 2, 3 éventuellement, mais si on leur présente plus de 2-3 solutions, on va totalement les perdre, il y aura trop de débats et personne n'arrivera jamais à prendre de décision. Donc il faut déjà, en interne de l'équipe, acter des choses, arriver à faire des choix nous-mêmes, être responsable de nos décisions et les laisser, si besoin, choisir entre 2 options. Donc là, ça fait écho au A/B test. Et le A/B test, c'est un choix entre 2 solutions, c'est pas un choix entre 5 solutions. Et là, c'est ça en fait. C'est pour avoir des A/B tests qui soient vraiment concrets et compréhensibles par les utilisateurs. Et l'effet Spark, demander un effort minime, encourage l'engagement. Les ateliers utilisateurs, c'est pas des ateliers qui durent normalement 2 jours, 3 jours, parce qu'on le fait une fois, on va avoir du mal à se mobiliser, les gens ont assez de travail à faire comme ça. Si on les emmerde à leur dire bon bah venez à mon atelier, ça va durer 3 jours, vous allez voir, ça va être génial, et que 3 semaines après c'est encore 2 jours, ou alors 3 mois après c'est 3 jours, là on va les perdre, plus personne ne voudra venir à nos ateliers. Et donc l'effort minime c'est de faire des ateliers réguliers, tous les semaines, tous les 2 semaines, de 1 heure, 2 heures, des ateliers vraiment précis,
sur des sujets annoncés en avance, donc ils savent de quoi on va parler, pour les embarquer sur le long terme. Ce qu'on veut, c'est les embarquer sur le long terme. Et ça fait écho, tout ça, au design thinking, que vous connaissez déjà peut-être. C'est tout le processus itératif entre l'empathie, donc entretien, récolte des besoins, définition, idéation, donc on définit et en idéation en verbe, je ne sais plus ce que c'est. Et on propose des solutions, on réfléchit à des solutions en interne de l'équipe pour après proposer des prototypes, éventuellement, les faire tester aux utilisateurs, analyser les résultats et revenir derrière sur une nouvelle recherche. Si les résultats ne sont pas bons, eh ben, tant pis, on jette et on revient. Ou alors si les résultats sont bons, ok c'est bon, on revient à un autre sujet. Donc ça c'est tout le processus itératif. Et là on arrive aux études de cas. Je vais plutôt parler des choses qui se sont mal passées. Et en premier, il y a plusieurs profils d'utilisateurs pour moi, plusieurs types de zombies. Le leader, c'est la personne qui va vouloir s'impliquer dans le projet, mais qui n'est pas forcément manager. Il y a la personne qui va décider de est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Donc ça, c'est les chefs. Les managers. Le réfractaire, qui est un peu obligé d'y aller, mais il n'a pas très envie. Et surtout, qui peut mettre des bâtons dans les roues si ça ne se passe pas très bien. Et la plupart, les suiveurs, qui sont derrière, qui veillent au grain, mais on ne les voit pas. Ils disent jamais rien, on ne les voit pas. Premier cas, j'en ai 3 en tout. C'est un cas où j'avais eu des utilisateurs qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient. J'étais obligé de travailler sur ce projet-là. Mais en fait, les décideurs avaient décidé qu'on allait faire quelque chose. Et en fait, ils ne savaient pas quoi. Ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire. Donc là, pour donner un peu de contexte, les utilisateurs en question sur le début, c'était 7 managers. Donc ce n'étaient pas des vrais utilisateurs. C'était des managers de pôles différents. Et c'était dans un contexte pour le client où il y avait tout un plan de refonte totale de tout le système de gestion de l'entreprise. Et mon projet, là, il était en plus. Et du coup, tout le monde disait, bah oui, mais il y a tout ce plan de refonte, mais du coup, il y a plein de questions. Et on ne savait pas exactement quel choix il fallait faire pour arriver arriver à nos fins. Le produit, c'était pour gérer les objectifs RH des professeurs dans une école privée, je précise. École supérieure privée. Le problème, c'est que le management et la direction étaient très changeants, donc la vision changeait. Enfin, quand il y en avait une, elle changeait, dans tous les cas. Et en gros, on n'avait pas de budget. Il n'y avait pas d'UX, il y avait 20 jours de dev qui étaient prévus sur le truc au départ, alors qu'en fait, si on voulait faire un vrai projet, il aurait fallu faire beaucoup plus. Mais moi, j'étais payé à mi-temps pour ce projet-là. Donc, ok, on peut faire des ateliers, des choses comme ça, mais en fait, si on n'a rien pour faire les choses, ça va pas avancer. Donc, j'ai commencé par du cadrage avec quelques ateliers, et là, c'était pas clair du tout. Donc, on a refait un peu de cadrage, un peu d'atelier, et là, en fait, je me suis fait manger, ou plutôt, j'ai tué le projet. Parce que on ne savait pas du tout ce qu'il fallait faire. Dans les ateliers, on a vu que en fait, c'était absolument pas utile. Et surtout, ça pouvait être utile, mais dans 2 ans. Donc ils ont mis un peu la chair avant les bœufs, mais là, les utilisateurs, en fait, ils se sont mangés entre eux, parce que les managers n'étaient pas d'accord entre eux. Et surtout, moi j'ai perdu mon temps, les devs ont perdu leur temps, et tout le monde a perdu son temps. Donc, mais on n'a perdu que 2 mois, donc ça va. On s'est vite rendu compte que ça n'allait pas marcher. Deuxième étude de cas, l'UX sans maîtriser le développement. Alors là, c'était chez le même client et c'était mon projet principal. Et là, j'ai fait pas mal de cadrage parce que là, il y avait un vrai besoin,
des vraies peines au sein de l'entreprise. Il y a beaucoup de fichiers Excel, beaucoup de fichiers Excel, tellement de fichiers Excel qu'ils avaient des fichiers Excel partagés qui ne pouvaient plus être enregistrés en ligne, donc ils devaient faire des sauvegardes sur leur propre ordinateur et les mettre en ligne sur le drive, etc. C'était, voilà. Donc beaucoup d'erreurs. Euh, des, des CDD embauchés chaque année pour, euh, pour agréger toutes les données et faire en sorte que tous les chiffres tombent bien. Donc il y avait un vrai besoin d'avoir quelque chose. Et surtout, il fallait remplacer un logiciel qui était maison, qui ne répondait plus du tout aux besoins, et un logiciel qui était utilisé par 2 personnes, alors que le métier était composé de 60 personnes. Donc là, j'ai fait beaucoup d'ateliers, beaucoup d'enquêtes, beaucoup d'entretiens utilisateurs qui m'ont permis de processer tout le travail des gens. Et c'était très utile. Mais en fait, le meilleur moyen de répondre à leurs besoins, c'était d'implémenter un logiciel éditeur. Et on n'avait pas la main sur l'UX. Alors que dans les ateliers UX, eh ben, les utilisateurs pensaient qu'on allait pouvoir faire plein de choses comme ils voulaient. Sauf qu'on n'avait pas le budget pour ça et c'était pas utile de faire un logiciel maison. Et donc il y a plein de choses qu'ils avaient remontées et donc ils commençaient à avoir beaucoup d'espoir d'avoir un truc vraiment pour eux. Mais on a quand même travaillé, donc il y avait 2 utilisateurs avec manager, enfin décideur manager était vraiment embarqué pour le coup, des réfractaires, des leaders, des suiveurs, il y avait un peu tout. Moi j'étais le PO là-dessus, il y avait aussi un chef de projet côté éditeur et c'était un degré de priorité très important pour l'entreprise, donc il fallait vraiment arriver à quelque chose. Donc là on a fait beaucoup de cadrage, implémentation d'une partie du logiciel. Derrière, on a fait quelques petits ateliers de paramétrage, faire en sorte que ça réponde un petit peu aux besoins. La livraison. Et après, on est parti sur un autre pan métier. Et pareil. Et en fait, comme je vous disais, là, on a mis en place une solution. Mais comme on n'avait pas la main sur les interfaces, sur les développements, parce qu'il n'y avait pas de développement en fait à faire, à part des développements API, pour faire le lien avec les autres logiciels. Et ben là, c'est pas que je me suis fait manger, mais les utilisateurs, ils étaient vraiment pas contents. Et, euh, et il y a eu beaucoup de confiance qui est née de ce projet-là, d'espoir. Et en fait, ils se sont trouvés assez déçus parce que on n'a pas pu répondre à leurs besoins qu'ils avaient émis. Et alors que si ça avait été assez clair dès le départ que ce qu'ils demandaient, ce qu'ils avaient émis en atelier, eh bien, oui, c'était des vraies demandes, mais que, au vu de ce qu'on pouvait leur proposer, on n'allait pas répondre à tout dès le départ, eh ben, on aurait créé moins d'espoir et il y aurait eu moins de déception. Donc là, le projet, il a quand même continué, mais je ne peux pas considérer que c'est quelque chose qui s'est bien passé parce que il y a eu beaucoup de friction sur la livraison, sur les tests, sur les recettes, etc. C'était pas forcément facile. Troisième cas, c'est pas quelque chose que j'ai vécu moi, c'est quelque chose qu'un collègue m'a raconté. Et bizarrement, c'est ma mission actuelle, donc ça fait écho à ce que je vis en ce moment, donc ça c'est marrant. Maqueter sans designer, donc sans UX, sans UI. Est-ce que c'est possible? Je sais pas, est-ce qu'il y a des UX UI? Je sais plus. Non? Bon, ça va. C'est un projet qui a duré 18 mois dans les assurances. Il y avait un PO et 3 business analysts. Et ils ont mis en place 3 groupes d'utilisateurs sur des thématiques précises, euh, avec des suiveurs, des leaders dans chaque groupe. Et chaque groupe se réunissait à des ateliers récurrents. Et les utilisateurs proposaient leur propre maquette. Les PO-BA proposaient leur propre maquette. Alors une maquette, quand on dit maquette, on pense à Figma. Mais déjà, si on prend une feuille de papier et qu'on dessine le truc, c'est déjà une maquette. Et ça permet déjà d'enlever quelques doutes. Mais bon, il vaut mieux passer par Figma, je suis d'accord. Mais quand on n'a pas les ressources nécessaires, c'est, ça peut être, ça peut être bien de faire une maquette.
Et là, les besoins et propositions des utilisateurs ont été pris en compte et challengés directement. Parce qu'au début de la phase de cadrage, les utilisateurs ont émis leurs besoins. Ils ont même proposé des maquettes. Parce qu'en fait, là, ils ne changeaient pas leur process. Ils changeaient juste les interfaces. Et donc, il n'y avait pas grand-chose Enfin, il n'y avait pas de besoin à comprendre pour créer quelque chose de neuf. Il fallait reprendre l'existant et le réaménager pour faire en sorte que ce soit quelque chose qui soit plus ergonomique, plus intéressant, enfin, qui leur fasse gagner du temps et qu'il y ait plus d'utilisateurs à pouvoir utiliser le logiciel parce qu'il était trop compliqué et donc il fallait simplifier toutes les interfaces. Et donc les utilisateurs ont proposé leur maquette. L'équipe de dev avec les PO et BA ont travaillé sur leurs propositions. Ils ont eux-mêmes fait des propositions par rapport à ce qui était faisable technique et à ce qu'ils avaient compris. Ils sont revenus voir les utilisateurs. Ils leur ont proposé des solutions, des prototypes, qui ont été validés, challengés, etc. Et une fois que c'était validé, développement, livraison. Et là, ça s'est fait par itération. Et là, on peut dire que ça a été très accepté, que même les utilisateurs les plus réfractaires au départ ont accepté le changement, se sont mis dans le bain du nouveau logiciel. Et même si il y a eu quelques petites frictions et qu'ils ont levé la main, genre je suis pas d'accord, etc., ça s'est bien passé. Et là, ils se sont pas fait manger. Et là, l'équipe a travaillé main dans la main avec les utilisateurs pour trouver quelque chose qui va bien. Et ce dernier cas, en fait, ça reprend le design thinking dont je vous ai parlé un peu avant. Il y a eu récolte des besoins, idéation des solutions, prototypage dans des ateliers UX, et après, ils sont revenus sur les autres pans fonctionnels. Ils ont refait toute la même chose. Et ça s'est fait sans UX UI, parce qu'ils n'avaient pas les ressources, c'est pas qu'ils n'en voulaient pas, mais avec cette simple façon de penser, de toujours penser que les utilisateurs sont des gens qui savent ce dont ils ont besoin aussi, savent de ce dont ils parlent, qu'on reste humble, mais qu'on est dans une approche scientifique, c'est-à-dire que c'est les chiffres qui parlent, c'est les faits qui parlent, c'est pas ce que l'on pense a priori qui est important. Et ben avec cette approche-là, on arrive à faire quelque chose de bien et à faire en sorte d'embarquer tout le monde. Donc en conclusion, il y a 4 choses qui sont importantes, de mon point de vue. C'est peut-être pas exhaustif, hein. C'est d'intégrer les utilisateurs dès le début des développements, maîtriser les développements pour pouvoir respecter les promesses qu'on fait. Cadrer les relations avec les utilisateurs sur le temps long. Donc cadrer, ça veut dire avoir des ateliers au fur et à mesure, leur présenter des choses, leur dire où ça en est, savoir dire non, leur dire non, ça on peut pas faire, mais je te propose de faire ça à la place pour répondre à ce besoin. Et faire des petites itérations, mais bon là on est à l'Agile Tour Bordeaux, donc je pense qu'on est tous convaincus là-dessus. Et donc c'en est fini de cette présentation. Il y a le QR code pour le rôti, et si vous avez des questions, on peut y répondre. Je peux y répondre si vous voulez, ou débattre. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Pour les études de cas que tu nous as montrées juste avant, notamment la deuxième, je n'ai pas trop saisi en fait. Qu'est-ce que tu aurais dû faire pour que ça se passe mieux et pas te faire manger à la fin? Ce que j'aurais dû faire, je pense, c'est de... Alors c'est de moins inclure les utilisateurs, un peu moins. Parce que là, je leur parlais trop. J'étais un peu trop dans l'affect, justement, et on avait une relation de confiance qui était très importante au départ. Sur cette mission, le premier mois, j'étais obligé d'être tous les jours sur site pour construire une vraie relation avec les utilisateurs, parce que ça faisait plus de 10 ans qu'ils étaient baladés de chef en chef, qu'il y avait des projets qui s'arrêtaient, ils en pouvaient plus. Et ils avaient vraiment besoin de prendre confiance dans la nouvelle équipe pour travailler sur la nouvelle solution. Et au début, c'était très bien, mais je me suis laissé un petit peu trop embarquer, je pense, dans le truc et j'ai pas assez pris de recul. Et, et en fait, j'avais beaucoup de réunions, on travaillait en Scrum,
Et j'étais très souvent en porte-à-faux, puisque au bout d'un moment, les réunions, c'était souvent, mais où est-ce que ça en est? T'avais dit qu'on allait faire ça, etc. Et elles ne se sentaient pas responsables du développement. Et d'ailleurs, elles n'étaient pas forcément responsables. Mais du coup, on n'a pas assez travaillé euh, séparément des utilisateurs pour leur proposer des choses, pour aller leur proposer des choses. Mais ça, c'était aussi parce qu'on n'avait pas assez de ressources. Là, j'ai dit qu'il y avait un chef de projet côté éditeur. Sur 6 mois, le chef de projet a changé 4 fois. Donc, euh, première fois, c'était parce qu'on a dit non, on n'en veut pas, parce qu'elle était junior et c'était un projet très complexe. C'était très bien, mais deuxième personne, elle est partie de l'éditeur. Donc, troisième personne, la troisième personne, il avait 5 projets en tout, et donc il n'avait pas de temps pour nous. Donc on a changé encore. Et en fait, ça a fait qu'à chaque fois, il fallait présenter de nouvelles personnes, il fallait réexpliquer les besoins à, un éditeur qui avait une solution qui n'était pas très, euh, comment dire, qui pouvait difficilement adapter. Et donc, à chaque fois, les utilisateurs étaient aussi là avec le nouveau chef de projet pour expliquer ce dont ils avaient besoin, etc. Et donc, tout ça, ça a fait que il y a eu beaucoup de fatigue sur le projet. Et au final, on a réussi à sortir quelque chose, mais dans la douleur. Donc, pas assez de recul, trop d'affect, pas assez de ressources côté dev, enfin conception oui, mais côté dev et côté développement. Ouais. Merci beaucoup pour la présentation. Au début, tu parlais de plus impliquer les développeurs directement. Quelle solution toi tu as pu mettre en place justement pour un peu plus les conscientiser des réels besoins Euh, alors, en tant que product owner, j'aime bien, au début d'un sprint planning, donner un vrai objectif. Pour moi, un objectif de sprint, c'est pas dire faut sortir 4 US. C'est donner un objectif métier et donc expliquer pourquoi on a cet objectif métier. Euh, sur une expérience, sur une expérience dont j'ai pas pris exemple ici, qui s'était très bien passée. J'ai pas fait que des trucs pas bien. Euh, sur cette expérience-là, j'ai perdu le fil de ma pensée. Justement, il y avait beaucoup le logiciel qu'on avait repris, il plaisait pas du tout aux utilisateurs. Il y a beaucoup de bugs. Du coup, il y a eu quelques développeurs qui sont allés avec moi et un XUI sur le terrain. Ils ont pu faire des tests, ils ont pu voir les vrais process des gens. Et du coup, on était à peu près au même niveau d'information des process. Enfin, c'était plutôt Tech Lead qui était venu avec nous, c'était pas tous les développeurs. Sur certains ateliers, avec des utilisateurs, parfois, je demandais à un ou deux devs de venir. Parce qu'au moins, juste en observation, quand c'était utile, hein, pas à tous, en observation pour comprendre. Euh, en démo euh, de ce qui a été produit, ce que j'aime bien, alors c'est plus le Scrum Master qui maîtrise ça, mais je suis assez d'accord, c'est que c'est les développeurs eux-mêmes qui présentent ce qu'ils ont développé, ce qu'ils ont conçu. Et bon, on fait une première ébauche avant, mais au moins ça les rend responsables de ce qu'ils ont produit et ça les met en valeur aussi parce que c'est pas forcément au PO de montrer, parce que le PO il a rien fait en fait, hein. Moi je le faisais quand le développeur voulait pas présenter parce que trop timide, pas envie ou pas là, mais, euh, mais au moins ça permet de les aider à prendre la parole. Et en fait, au fur et à mesure, un autre truc, c'est que je pense que dans beaucoup d'endroits, il y a. Est-ce que vous travaillez avec des epics ou des features dans Jira et autres? Est-ce que les tickets epics sont souvent remplis? J'ai vu un oui, mais j'ai souvent entendu derrière. Euh, moi, je les écris. Et j'écris les besoins métiers dans les epics. C'est pas forcément très long, mais j'explique le contexte métier, le process, là on veut aller.
Je ne parle pas de solution, et au moins ça donne du contexte. Et derrière, les meilleures propositions de solutions qui m'ont été faites, c'est les devs. Parce que si tu expliques bien le besoin, les devs peuvent donner des solutions incroyables que tu ne pensais même pas et qui sont parfois même vraiment pas chères. Et donc, par ce biais-là, donner des informations à un bon grain à des informations un peu macro, au-delà des US, eh ben, ça permet aussi de faire prendre conscience. C'est plein de petites choses comme ça, en fait. Juste toujours les considérer, et c'est un peu bête, mais toujours les considérer comme des personnes qui sont aussi importantes que le testeur, que le PO, que le Scrum Master dans l'équipe. Juste ça, en fait. Et à partir de là, bah, l'information, elle se diffuse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que c'est bon, au niveau temps, on est parfait, non? À peu près. Très bien. Bon, bah merci.